Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC1, un numéro spécial Grand Prix. Nous reviendrons notamment sur ce Grand Prix de l'Ouest lyonnais en TT 1/10 électrique qui s'est déroulé ici à Turin dans le Rhône sur cette piste tout simplement magnifique qui avait vraiment de quoi faire rêver tous les passionnés de voitures RC. Mais avant, je vous propose de découvrir le reste du sommaire. Ce mois dans RC1, nous reviendrons aussi sur le mythique Grand Prix de Montpellier qui attire chaque année en début de saison les meilleurs pilotes européens en TT 1/8. Enfin, nous avons essayé ce mois le nouveau paramoteur de chez Opale, l'Oxy 1.0. Le tout-terrain 1/10 était une catégorie majeure dans les années 80. Si la discipline n'a jamais perdu de sa superbe, elle connaît aujourd'hui un regain d'intérêt en France. Max Marmonnier, gérant d'une boutique RC, s'est lancé l'an dernier dans l'organisation d'un Grand Prix. Après le succès de cette première édition, notre gentil organisateur a renouvelé l'expérience. Plus qu'une course, le Grand Prix de l'Ouest lyonnais est une ambiance, un concept. Le concept, c'est juste d'essayer de faire une course qui reste quelque chose d'amical, c'est un Grand Prix, donc pas forcément de pression, pas des pilotes de tout niveau, mais en essayant de leur offrir quelque chose de joli, donc on a essayé ça, quoi. Faire quelque chose d'agréable au niveau du roulage pour que les meilleurs ils prennent vraiment du plaisir et puis arrivent à faire des choses belles, et puis que les pilotes un peu plus amateurs puissent rouler quand même et puissent eux aussi à la limite se faire emmener par des meilleurs qu'eux, quoi. Passer un bon week-end, user la moquette parce que c'est quand même le but du jeu. Puis voilà, quoi. Donc c'était l'idée de leur proposer un ensemble, quoi, un endroit sympa, une buvette cool, enfin tout pour arriver à marquer un peu les esprits, à ce que ça se passe bien. Dès notre arrivée sur le site, nous avons été subjugués par la beauté de la piste qui vaut bien tous les standards américains. Max Marmonnier revient sur sa conception. L'idée, c'est que moi, quand je vois rouler les voitures, je déteste les bruits de châssis, j'aime pas que les voitures soient stoppées sur... Moi, j'aime bien quand ça donne un peu l'impression que voilà, qu'on roule, qu'on peut accélérer, que ça peut performer, quoi. Donc c'était ça. Alors je ne l'ai pas fait tout seul, hein. Y a Xavier M. Salem qui m'a vraiment aidé, qui est là et qui trace. Moi je dis, moi je voudrais ça, je voudrais ci. Après pour ce qui est des jumps, pour tout ça, on a passé du temps. J'ai essayé avec mes enfants, on coupe des demi-modules, on les place, on les règle, on essaye, on voit si ça jump comme on veut, si on est capable de poser là où on a envie d'aller. Donc ouais, il faut travailler, ça se fait pas, on claque pas des doigts, on dessine pas, ou alors je sais pas assez bien dessiner pour le faire en tout cas, donc on essaye. Et puis voilà, ça donne ça, au final ça donne un truc qui marche à peu près. En quelques jours seulement, les organisateurs ont fait le plein et 98 pilotes étaient présents pour profiter de ce magnifique terrain de jeu sur lequel 3 catégories étaient admises, les 4-2, 4-4 et short course. Ce Grand Prix était pour nous l'occasion de vous présenter la discipline. Ludovic Valtier, pilote officiel chez Timasso, nous parle des différences entre les 4-2 et les 4-4 sur le plan technique et du pilotage. Les principales différences, c'est surtout c'est plus au niveau du 4-2, puisque maintenant il existe des 4-2 en rear motor et en mid motor. Donc tu as des moteurs centrales qui sont beaucoup plus rapides sur les surfaces qui ont du grip comme aujourd'hui. Et les moteurs arrière qui sont quant à eux beaucoup plus à l'aise sur les surfaces comme la terre. Donc on retrouve fréquemment en championnat de France des pilotes qui ont 2 4-2. Donc sur le 4-2, il faut être un peu plus fin sur le pilotage. Dans les corrections d'assiette, c'est un peu plus difficile puisqu'on a du mal c'est un peu plus délicat d'équilibrer l'assiette, donc il faut vraiment bien sauter. Sur le 4-4, là c'est beaucoup plus simple sur les sauts. Mais c'est assez compliqué en fait sur la gestion puisqu'on a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de motricité. Il faut vraiment régler la voiture pour aller vite. En tout terrain 1/10 électrique, la catégorie Rennes, c'est le 4-2 électrique où il y a beaucoup plus de pilotes et à mon sens un peu plus de niveau. En termes de tendance, nous avons surtout remarqué l'arrivée de 4-2 permettant de choisir la position du moteur
et la généralisation des accus dits saddle, 2 éléments distincts de 1S qui peuvent aussi bien convenir au 4x4 et au 4x2, pratique pour les pilotes roulant dans les 2 catégories. En motorisation, peu de bouleversements depuis la généralisation des moteurs brushless et le lancement du contrôleur Orion R10 qui a apporté beaucoup de souplesse et de confort au pilotage des 2 roues motrices. En short course, c'est Xavier Anselem qui s'est imposé facilement après avoir dominé les qualifications et remporté les 3 finales. Cyril Tisser et Patrice Roussel complètent le podium après une belle bagarre sur les 3 manches. Une belle performance pour les 2 premiers qui ont réussi à boucler 13 tours sur une piste très technique pour les short courses qui ont souvent tendance à parachuter sur les sauts. En 4-2, nous avons assisté à 3 superbes manches qui auront été nécessaires pour départager Renaud Savoya et Laurent Deroche. Laurent, grand pilote d'expérience, remporte la première finale devant Renaud, qui prendra sa revanche dans la manche suivante. Après un 3e duel plein de suspense, c'est finalement Laurent Deroche qui s'impose devant Renaud Savoya avec à peine plus de 4 secondes. Enfin, la 3e place reviendra à Ludovic Valtier. Lorenzo Crolla échoue au pied du podium malgré une belle 3e place dans la 3e finale. Renaud Savoya, le pilote français star du 8e, s'est lancé en 10e il y a seulement 2 ans. Avant de savoir si Renaud a réussi à s'imposer en catégorie 4x4, nous lui avons demandé ce qu'il aimait dans cette discipline, encore nouvelle pour lui. Je dirais sur moquette comme ça, c'est la précision des voitures. On peut se bagarrer avec les autres pilotes dans des écarts très faibles, donc ça donne toujours un très beau spectacle pour le public, ça c'est vrai que c'est toujours agréable. Et puis on arrive aussi surtout à voir des grosses différences entre les pilotes, sur la concentration surtout. On fait 2 catégories, c'est jamais simple de toujours être compétitif en deuxième, troisième finale, on perd vite le rythme, du coup c'est toujours très agréable. Quand on a des infrastructures comme aujourd'hui, c'est toujours très agréable. Ça permet aussi de travailler sur les voitures énormément. On a découvert des choses sur l'électrique qu'on a appliquées sur la 8e qui des fois sont pas assez précises pour avoir le ressenti sur la voiture, et ça a aussi encore amélioré la balance de la voiture, et du coup la nouvelle voiture XB8 qu'on sort très prochainement en février va être encore améliorée par cette expérience qu'on a pu acquérir sur l'électrique 1/10e. Renaud Savoya s'est très vite adapté à cette nouvelle discipline et nous parle maintenant de ses ambitions en 10e. C'est ma 2e saison, j'ai pas fait énormément de courses, je crois que c'est ma 5e course sur moquette aujourd'hui. Donc à chaque course j'apprends des nouvelles choses, les voitures sont tellement précises que ça nous apporte forcément pour la 8e aussi. Et puis essayer d'améliorer mon niveau de pilotage pour faire de mieux en mieux au championnat d'Europe cette année. Enfin, nous avons demandé à Renaud, pilote officiel X-Ray, quels étaient les prochains axes de développement de la marque. En électrique, aujourd'hui, on travaille surtout sur la facilité de travail sur les voitures, parce qu'on a pu voir que nos concurrents, c'est pas facile. Pour sortir un différentiel, il faut prévoir une demi-heure, c'est jamais simple entre deux qualifications. Et du coup, nous, on a cet avantage-là aujourd'hui, en ayant toujours en tête la fiabilité des produits, parce que X-Ray a toujours été reconnu pour ça. Que voilà, vous montez la voiture même de boîte, ça se monte toujours, c'est toujours un plaisir, et ensuite vous posez sur la piste et vous roulez, il n'y a pas de problème. Quatrième en 4-2, on retrouvera Lorenzo Crolla à la lutte pour la première place en 4-4 face à Renaud Savoya. Les 2 pilotes X-Ray vont se livrer une belle bataille, mais 2 manches suffiront à Lorenzo pour plier la partie, puisqu'il s'imposera les 2 fois. Renaud terminera 2 fois second et remportera dans un barreau d'honneur la 3e manche. Ayant réussi à suivre le rythme sur les 2 premières finales, Armand Lantôme complétera le podium en 4-4. Nous avons adoré la piste et l'ambiance de ce GP. Ce week-end passé à Turin dans le Lyonnais restera un souvenir exceptionnel. Nous félicitons Max et son équipe qui planchent déjà sur la prochaine édition qui, selon certaines rumeurs, devrait réserver de grandes surprises.
y a un an, nous avions essayé l'Oxy 05, un petit paramoteur indoor de chez Opal Paramodel, qui nous avait emballé par ses qualités de fabrication et de vol. Goûter au paramoteur et au parapente RC, c'est adopter une discipline différente, réaliste et terriblement addictive. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons essayé ce mois un modèle plus grand pour faire du vol extérieur. L'Oxy 1.0 est une voile monopo comme sa petite sœur, qui se gonfle très facilement et qui permet de s'initier à la discipline dans d'excellentes conditions. La voile est livrée avec Max, un pilote au bras articulé par 2 cerveaux de 10 kg. Le pilote et la sellette sont parfaitement réalisés et détaillés. Dans une pente suffisamment ventée, il est possible de voler en mode parapente, en plaine ou les jours de pétole. Le vol en paramoteur est possible grâce au châssis compatible avec l'Oxy 1.0. Nous avons utilisé pour notre essai le Backpack S, équipé d'un moteur de 220 watts et d'une hélice de 8.6, le tout alimenté par un LiPo 3S de 2200 mAh. Max s'installe très facilement dans le châssis et 3 élastiques permettent de le maintenir en place. Le récepteur, la queue et les poids fournis dans le kit pour équilibrer l'ensemble selon la force du vent prennent place dans la sellette, quelle que soit la configuration. Pour piloter un parapente ou un paramoteur RC, il faut utiliser une radio qui permette le mixage, delta empennage en V, ou utiliser comme dans notre cas un petit module électronique qui assure le mixage des 2 cerveaux du pilote. Le réglage des freins qui permettent de piloter la voile demande un peu de temps et d'expérience, mais les tutoriels vidéo disponibles sur le site d'Opal permettent de s'acquitter de la tâche très facilement. Une fois réglé, le décollage et le vol sont d'une grande facilité. L'Oxy 1.0 est tout à fait apte à quelques manœuvres d'accro, même si pour cet essai, nous nous sommes contentés d'un vol simple et doux pour apprécier pleinement le réalisme de cette machine fascinante. Après le vol, il est très facile de ramener Max et son matériel à la maison. Tout rentre dans le sac à dos fourni par Opal dans le kit. Le produit idéal pour tous les modélistes qui aiment emmener leur modèle réduit en week-end ou en vacances. Dans son catalogue, Opal Paramodel propose de nombreuses combinaisons de voiles et de châssis, pouvant satisfaire tous les pilotes quel que soit leur niveau ou leur programme de vol. Très dynamique et innovant, Opal est même en passe de réaliser un exploit, fabriquer des voiles grandeur issues des modèles réduits. Si aujourd'hui l'équipe n'en est qu'au stade des prototypes, nous pourrions bien voir dans les mois à venir une voile Oxy avec de vrais pilotes dessous. Chaque année, en février, le club du mini-bolide montpelliérain organise un grand prix de TT 1/8e 4x4. Une course de début de saison qui fait chaque année le plein de pilotes, dont les meilleurs européens. Franck Ezerg anime avec talent et beaucoup d'enthousiasme les courses. Il est aussi le président du club et le créateur du Grand Prix. Oh, la recette, je crois, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est tout simplement beaucoup de travail, beaucoup de motivation. L'envie à l'origine de ma part en tant que pratiquant d'arriver à faire venir les meilleurs pilotes à Montpellier pour pouvoir apporter ça à des jeunes de la région ou autres, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Et puis après, tout simplement, ce qui a fait la réussite, c'est qu'on a amené une animation autour de la course, on a amené l'envie des pilotes professionnels ou non professionnels, et on essaie de les accueillir du mieux possible avec une piste préparée au mieux, quoi. Il faut des mois pour les membres du MBM pour préparer cette magnifique piste, amusante mais aussi très exigeante. Spécificité, ma foi, beaucoup de gens me posent la question d'année en année, comment tu fais ou comment vous faites pour arriver à avoir cette piste. Je leur dis, c'est tout simple, quand il y a 2 jardins, il y en a un qui peut être beau et un autre qui est moins beau. C'est tout simplement le nombre d'heures qu'on y passe dessus. Donc pour organiser ce type de course, on commence les travaux environ début octobre. On retourne intégralement la piste. Cette piste-là, on y rajoute à peu près 30 à 40 tonnes de terre, tout à fait standard, elle n'a rien de magique. Et après, là, c'est le travail des quelques bénévoles où on ratisse et on compacte régulièrement la piste pour donner les formes qui nous intéressent.
Darren Bloomfield, champion d'Europe en titre, était présent pour cette édition 2014. L'occasion de tester son nouveau matériel. Le Britannique ayant tout changé cette saison, moteur, carburant, pneus, ensemble radio et châssis. Après l'Aussie, ce sont désormais les couleurs d'Agama qu'il défendra. Nous avons demandé à Darren quels étaient les objectifs de la marque cette année et si Agama avait l'ambition d'arriver au niveau des plus grandes marques actuelles. Eh bien, nous ne sommes pas certains de tout remporter car ce n'est pas facile. Nous devons juste être forts, gagner autant que nous le pouvons, travailler avec l'équipe, l'améliorer avec les pilotes dont nous disposons et les aider dans ce sens et faire en sorte c'est bien que toute l'équipe apprécie la voiture. Je suis certain qu'on va devenir une grande marque, mais que cela ne va pas se réaliser en quelques mois. Ce qui est certain, c'est que selon ce que nous avons appris et ma vision des choses, l'ensemble voiture, carburant, radio dispose de tout pour devenir très performant et devenir une grande marque du modèle réduit. La voiture de Darren Bloomfield n'est pas encore inédite, il s'agit du châssis de l'an dernier, amélioré par quelques pièces proto. La grande nouveauté de ce Grand Prix était pilotée par un Français, Yannick Aigouin, qui a participé à ce GP avec le futur TT de chez Timasso. Ouais, effectivement, ça a créé un peu d'émulation là. On est venu ici avec la nouvelle voiture qu'on utilisera au prochain championnat du monde qui aura lieu en septembre. C'est un projet qui a vu le jour il y a 1 an maintenant. Donc, ils sont partis d'une feuille blanche, ils ont mis de côté le RC8 sur lequel on a couru depuis quelques années, et puis ils sont partis d'une feuille blanche. J'ai eu l'occasion, milieu d'année dernière, août-septembre, d'essayer vraiment des pièces proto. Là, c'était du prototypage pur et dur. Et puis là, on est à la version semi-définitive, il y a encore quelques petites modifs à faire, mais on est très près du lancement de la production. Je n'avais pas vu le châssis depuis 5 mois, et puis Josh, l'ingénieur de chez Asso, l'a amené dans ses bagages mercredi soir. Donc j'ai revu la voiture, on a mis ma radio et mon moteur dessus, et puis on a vraiment très peu roulé avec, puisqu'on a fait jeudi quelques pleins sur une autre piste là pour dire qu'on l'a posé en étant un peu observé, que ça aille un minimum droit. Et puis voilà, on a eu la surprise aux essais libres de faire le meilleur temps tout de suite. Et puis on s'est battu avec ce qui se fait de mieux en Europe tout au long des qualifs. Je finis 4, pas très loin de ceux qui sont devant. Il y en a plein derrière qui ne sont pas loin non plus. Donc l'objectif, c'est de continuer à apprendre, à découvrir la voiture, de confirmer que la géométrie qui a été conçue est compétitive. Et puis après, les performances, elles viendront avec l'habitude, la connaissance, le perfectionnement du setup. La voiture fut cachée tout le week-end et il fut bien difficile de l'observer en dehors des manches. Yannick a tout de même accepté de nous dévoiler les 4 évolutions majeures de ce châssis. Répartition des masses, extrêmement recentrée. Une triangulation à étrier avec une géométrie très proche d'un train à rotule. Possibilité sur le train arrière de régler, d'ajuster la longueur du triangle pour qu'on puisse avoir sur les pistes avec du grip faible un comportement un peu orienté Losi, Kyosho, et puis sur les pistes trouées ou très accrocheuses plutôt un Mugen. Ça fait 3, et après le look un peu nouveau là, ça fait plaisir d'avoir une voiture toute épurée, toute fine, donc voilà. Le Grand Prix de Montpellier attire les pilotes mais aussi les médias. Rares sont les événements français qui permettent à tous les sites et web TV spécialisés de se retrouver au bord du circuit. Nous avons demandé à nos célèbres confrères ce qu'ils pensaient de ce GP. Nous leur avons aussi demandé de se mouiller et de nous donner leurs pronostics pour le podium avant le départ de la finale.
Je viens au Grand Prix de Montpellier depuis de nombreuses années maintenant. C'est toujours une super course de début de saison. Les meilleurs pilotes européens sont toujours là. C'est toujours un super événement. La surprise serait la victoire de Bloomfield, mais le favori est Renault Savoia. Il est très rapide. Je dirais donc Renault probablement, Robert Battle 2e et Bloomfield 3e. Ce serait mon podium. Alors c'est la 8e année consécutive où je viens au Grand Prix de Montpellier pour notamment faire le reportage, accompagner les copains, voir les pilotes, mécaniser un petit peu aussi. Et surtout parce que c'est quand même la plus belle course française de l'année et surtout le moment des retrouvailles avec, en ce début de saison. Je verrais bien Bloomfield, Sartell, Savoia. Voilà. C'est l'ouverture de la saison, donc automatiquement c'est là qu'il y a le plus de pilotes motivés, les gens ils viennent de loin, il y a beaucoup d'étrangers. Moi ça fait quasiment depuis le début que je viens et c'est une course que je rate pas parce que déjà pour nous qui venons faire des photos, de la vidéo, ça, on a des conditions qu'on n'a pas ailleurs. On a à côté du podium, on a une tribune, on a internet. Enfin bon, on est bien accueillis. Le club ils sont sympas, la région il fait bon, donc voilà. Enfin c'est le Grand Prix où il faut être. Voilà. Je vois Renault Savoia en premier, en deuxième Jérôme Sartell et en troisième un des frères Aigouin au choix. Voilà. Bon. Il y a peu de chances que ça arrive, mais c'est le pronostic que je vois bien. Voilà. Nos confrères français, un peu chauvins, étaient-ils bien aspirés? Nous allons maintenant le découvrir avec le résumé de cette finale, dont le départ a été donné devant un très grand nombre de spectateurs. Sur la grille de départ, on retrouve en pôle l'Espagnol Robert Battle, juste devant le très jeune Italien David Ongaro. Le premier Français est Renault Savoia qui partira en 3e position. Les 3 autres Français de cette finale sont Jérôme Aigouin, Jérôme Sartell et Yannick Aigouin en 5e position avec le tout nouveau TT de chez Timasso. Dès le départ de cette finale qui durera 1 heure, Renault Savoia est à l'attaque et se retrouve en 2e position après quelques tours. Malheureusement, il rétrogradera rapidement à la 5e place suite à des accrochages et quelques petites erreurs sur les sauts techniques de ce beau circuit. En tête de la course, Robert Battle ne cesse de creuser son écart et personne ne semble pouvoir venir le déranger. David Ongaro et Riccardo Bertone, les 2 jeunes Italiens de 13 et 14 ans, roulent sans complexe au milieu de ce peloton de niveau européen. À mi-course, ils seront même 3e et 4e devant Renault Savoia. Le gagnant de l'édition précédente, Elliott Boots, quittera la course au 56e tour. Il sera rapidement imité par Jérôme Aigouin et son frère Yannick, qui voit ses chances de podium s'envoler suite à un problème d'accu de réception. Parti 6e, Darren Bloomfield fera une course exceptionnelle en enchaînant les records du tour. Et c'est dans les dernières minutes de course que cette finale va devenir palpitante. Darren Bloomfield, dans le même tour que le leader, réussit à passer Robert Battle, déclenchant une énorme clameur dans le public. Le Britannique champion d'Europe en titre est en passe de remporter ce Grand Prix, mais tombe en panne sèche à un tour de l'arrivée. C'est donc Robert Battle qui franchit le premier la ligne d'arrivée. Darren Bloomfield fait le plein et sortira des stands après que tous les concurrents aient passé la ligne. Mais avec un tour d'avance sur Renault Savoia, 3e, le Britannique accédera à la 2e manche du podium en bouclant seul son dernier tour. Cette finale palpitante fut le point d'orgue de ce magnifique Grand Prix de Montpellier qui prend chaque année encore plus d'envergure et assure une merveilleuse promotion de la discipline sur le territoire français.